jeune sultan avait demandé la parole. Monsieur le Président, moi c'est Dina Diallo, je suis à la direction générale de collectivité territoriale. Pour répondre un peu à M. Sangare, les états généraux de la décentralisation s'est tenu les 21, 22 et 23 octobre 2013. Beaucoup de recommandations ont été formulées dans ce sens. Il y a même eu un thème qui a débattu sur la question. Après cela, il y a eu des missions aussi qui se sont tenues dans toutes les régions du Mali par rapport à la question aussi. Donc aujourd'hui, moi j'ai quelques recommandations à faire. Je recommande l'application de la loi numéro 06-023 du 28 juin relative à la création et à l'administration des villages de fraction qui octroie aux chefs de village de fraction et quartiers des indemnités de fonction. La loi est le numéro 06023 du 28 juin 2006. Okay. Je recommande aussi la présentation des chefferies traditionnelles dans les instances de collectivité avec voix délibérative, au lieu d'être consultative seulement. Je propose aussi qu'on crée un cadre de concertation franche et régulière entre les locaux et les autorités traditionnelles. Les rapporteurs ont suivi. Je propose de prendre des mesures de lutte contre les fois et l'influence des hommes politiques sur les autorités traditionnelles. Et aussi d'impliquer et sensibiliser les femmes pour les participations dans les conseils de village. Ça alors là. On peut aussi améliorer la pluviométrie. Oh oui, mais il y a un des chefs là qui est derrière là-bas. Là, vas-y, c'est que oui. Alors, je ne devrais pas trop m'impliquer, mais So a dit quelque chose qui je voudrais compléter par rapport aux conventions locales. Nous, on avait choisi ça comme méthode de réflexion sur les relations entre les différents groupes d'acteurs. Au lieu qu'on fasse l'entrée par les statuts des gens, on avait choisi cette entrée, c'est-à-dire la gestion d'une ressource commune, ce qu'on appelle un bien commun. Ça peut être un lac, ça peut être une forêt, ça peut être... avec différents groupes d'usagers. Et on a dit, ok, tous les groupes d'usagers vont se mettre ensemble. Enfin, chaque groupe d'usagers va créer une association et puis donc va se faire représenter dans des débats pour que la gestion du bien commun, cette gestion soit durable et soit profitable à tous les groupes. Et donc la convention locale, pour l'élaborer, donc les représentants de chaque groupe d'usagers sont là, les représentants des différents groupes d'usagers, l'administration est là, la justice est là, etc. Pour que les aspects techniques, les services des eaux et forêts et autres, ces aspects techniques soient pris en compte. Les aspects judiciaires soient pris en compte, parce que les règles locales sont souvent en porte-à-faux avec la loi nationale. Donc c'est ça l'avantage des conventions locales, ça permet aux différents groupes d'usagers de voir en quoi ils sont complémentaires, en quoi ils ont des contradictions, et tout ça de façon pragmatique parce que c'est par rapport à une ressource précise et par rapport aux devoirs et aux droits de chaque groupe d'usagers. C'est donc une démarche, plus qu'une convention simplement, c'est une démarche que vous devez peut-être regarder un peu plus près, parce que ça permet de résoudre les problèmes de complémentarité et de conflictualité entre les différents groupes d'acteurs, y compris les collectivités, y compris les autorités coutumières, etc. Voilà, je voulais attirer l'attention sur la méthodologie qui est utilisée dans le cadre de la convention locale. Merci. Bien, merci. Michel avait demandé. Non, pas avant, je parlerai après. Sochement, mais
Non, non. Très non, concret. Non, c'est très bref. Et parce que j'avais ça comme proposition. Bon, So a touché à ça, mais moi, je touche à ça de côté de la recherche. Quand il a dit de cultiver des mécanismes de gestion des conflits, moi, ma proposition, c'était de mener des recherches sur la gestion des conflits. Parce qu'on est en train de mettre en place plusieurs choses, même dans les villages, quand il y a des événements, il y a des informations qui sont données par rapport à la gestion des conflits. On fait table rase de tout ça. Donc, il faut... Donc, j'avais ça comme activité. C'est peut-être une déformation professionnelle et une recherche sur les mécanismes de gestion des conflits. Et quel que soit... Mais, donc, lui, il a dit de cultiver mais on ne peut pas cultiver lorsqu'on n'a pas la sémence. Je pense. Il y a un début de sémence. La sémence existe déjà. Non, non, la sémence n'est pas. Il y a un début de sémence. Vous l'avez demandé il y a très longtemps. La sémence n'est pas. Bonjour tout le monde. Quel nom? C'est M. Malik Abouali de l'Université de Guinée. Alors, je pense qu'il y a un aspect très important qui a été souligné par l'un de mes prédécesseurs, c'est l'aspect logique des acteurs. Je pense que c'est au centre, ça doit être au centre des préoccupations, je ne sais pas, peut-être du pouvoir traditionnel. Et il faut aussi voir le système qui est mis en place, parce que l'homme pense qu'il agit en toute liberté, alors que c'est le système qui lui fait agir. Si aujourd'hui, on voit des chefs traditionnels qui prétendent à être des maires, je me pose la question, peut-être c'est parce qu'ils sont quelque part lésés, ils n'ont pas de ressources. C'est pourquoi, donc, ils commencent à développer un autre sens qui va leur permettre d'avoir un poste où ils peuvent se retrouver. Alors, les propositions que je peux faire, d'abord, je pense qu'il faut revaloriser le pouvoir original de la chefferie traditionnelle. Il faut aussi revaloriser le rôle culturel dévoué à la chefferie traditionnelle parce qu'ils contribuent à la stabilité de l'ordre social. Il faut aussi reconnaître que le pouvoir traditionnel n'est pas un contre-pouvoir du pouvoir moderne parce que je pense bien que Djungabo l'a souligné. Il dit que le pouvoir traditionnel pose les problèmes d'édification et de modalité du pouvoir moderne. Je pense que c'est un aspect très important à prendre en compte. Que je vous remercie. Bien, merci. Michel. Après, ce sera. S'il vous plaît, question d'émotion. Michel, vous parlez. Lui va parler. Après, on va faire une synthèse encore. Et on va, parce qu'il faut qu'on arrête. On va jusqu'à 11h, épuisé. Ouais. Il y a une pause café. Il y a une pause café. Ah, il y a une pause café, oui. C'est 11h, non? Ah, parfait. Allez, allons-y, Michel. 2 points. Après l'intervention de Sheban, qui malheureusement est parti, j'ai eu l'impression que ce serait intéressant qu'on distingue plusieurs types de perspectives. Là, l'insistance mise sur des conventions locales ne touche à rien du point de vue de la législation. Or, en même temps, on voit que la législation sur le foncier est un obstacle à un certain nombre de choses. Enfin, c'est le sentiment que j'ai. Et donc, peut-être qu'il y a ces recommandations en type de fonctionnement dans l'état actuel des choses, et puis des recommandations qui ne sont pas des recommandations, qui sont des pistes de plaidoyer qui, elles, demandent sans doute de la recherche, parce qu'elles ne sont pas forcément parfaitement équipées intellectuellement pour être formulées tout de suite. Sur le foncier, peut-être que les choses sont très claires pour les chercheurs maliens. Moi, je trouve cette question d'une complexité terrible qui
qui demande beaucoup de réflexion et qui n'est absolument pas, à mon avis, l'importation des modèles occidentaux qui ont montré toutes leurs limites. Donc il faut inventer là-dessus, c'est pas simplement recommander à la fin d'un petit panel, quoi. C'est une question difficile. Et là, peut-être que la recherche peut contribuer à une réflexion qui implique plein d'acteurs. Voilà, en fait, c'était tout. Merci. C'était un peu précis. Une motion la motion, le politicien là joue sur la motion tout. Oui, ça va aller vite. C'était juste pour qu'on puisse faire une synthèse, mais comme vous l'avez déjà souligné, qu'on ne puisse pas évoluer en bric-à-brac, mais de temps en temps, des petites synthèses, ça nous aiderait à ne pas nous évader. Merci. Juste. Merci. Tout à l'heure, mon intervention, je n'ai pas eu l'occasion de faire des propositions. Je me suis plutôt attardé sur la méthode de travail. Maintenant, je vais m'appesantir un peu sur ma proposition. En fait, en s'appuyant sur... moi, je me suis dit que les collectivités territoriales, la volonté de vouloir confier le développement, le développement à la population locale, qu'on s'approprie, c'est une bonne chose. Mais il ne faudrait pas que ça soit... les collectivités territoriales, il faut que ça soit adapté au contexte local. Je m'explique. Pour dire que, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, toutes les régions de Côte d'Ivoire n'ont pas les mêmes réalités sociologiques, culturelles, traditionnelles. Donc du coup, si on veut vraiment une bonne collectivité territoriale, un bon conseil régional, une bonne mairie, qui vraiment puisse fonctionner, il faut que ce soit adapté au contexte local de chaque région, de chaque ville qui diffère, en tout cas sur toute la Côte d'Ivoire. Par exemple, quand je prends le cas du sud de la Côte d'Ivoire, où les chefferies traditionnelles, les royautés ont plus de pouvoir, ont plus de poids, sont plus élevés de développement, à ce niveau-là, il faut réfléchir à comment telle collectivité territoriale implanter dans ces régions pour que le développement puisse aller. Est-ce qu'il faut vraiment impliquer la chefferie traditionnelle ou le cas qui est différent du nord ou de l'ouest où les chefferies n'ont pas aussi ce pouvoir d'acteur de développement et autres, où on doit vraiment les pousser à aller vers le développement. Donc, pour dire, en bref, qu'il faut adapter notre mode de fonctionnement des collectivités territoriales aux réalités locales en s'appuyant vraiment sur ce qui va avec le pouvoir traditionnel, les coutumes et autres. Voilà ma proposition. Bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Sinon, d'abord, je voudrais donner une idée générale. Les recommandations, vous savez, les recommandations trop générales, nous les trouvons partout. Je prends un exemple. Revaloriser la fonction de l'autorité traditionnelle. Mais ce qui est intéressant, comment le faire? Il faut qu'on aille à ça. Donc faisons l'effort. C'est bon, hein? Mais donnons les éléments d'appréciation, les éléments qui peuvent nous permettre de revaloriser. Parce que si on ne fait pas ça, on fera comme les autres ateliers. On trouve ça un peu partout. Je vous donne la parole. C'est vous, non? Je m'appelle Joost Nelen. Peut-être je ne vais pas vous s'adresser, si c'est bon, mais je voulais revenir sur quelque chose qui s'est dégagé tout de suite et sur lequel moi c'est vraiment triste. C'est un peu d'amendement, je suis très content que vous ayez abordé. Comme j'ai œuvré depuis longtemps dans le domaine foncier et sous-naturel. C'est pas n'importe quelque chose, Michel a réagi. Je pense ici, pour moi c'est très intéressant à développer davantage. Je ne suis pas un chercheur, donc vous êtes tous meilleurs chercheurs que moi, je suis surtout un praticien qui adore la recherche. Et j'ai dû travailler sur le PDC, sur la convention, convention locale depuis 20 ans, peut-être 15 ans. Et j'ai heurté à une question fondamentale que Michel vient d'évoquer. On utilise des notions qui sont d'une complexité énorme, comme par exemple la convention locale. Et ces notions sont dans le monde de développement tout de suite instrumentalisées. Et donc j'ai même dû assister, j'ai résisté à ça énormément, j'étais une des seuls, où on a inventé une approche convention locale. Donc,
Et on a perdu toute la subtilité, tout le regard sur la complexité, quelque chose qui est assez unique, qui diffère cas par cas. On n'a jamais les mêmes acteurs. Donc, je pense qu'il faut que la recherche prenne un peu ça en main et prendre ce recul. Je dis, écoute, arrête de nous prescrire certaines démarches, PD7, convention, etc. Regarde ce qui se passe réellement sur le terrain. Prends le cas et regarde de proche ce qui se passe réellement sur le terrain. Comme Michel a dit, les gens se débrouillent, ils font certaines pratiques, c'est ça qu'il faut mettre en exergue. Sans qu'on prescrit déjà toutes sortes de démarches qui vont aboutir, qui vont donner des solutions, etc. Je pense, peut-être ceux qui sont dans l'action ont besoin de ça, moi j'y fais partie, on a besoin de chercheurs qui met un peu le doigt sur le point sensible, qui nous ramène aussi à nous pouvoir nous mettre devant la grande complexité qui est là. Et moi je suis là, je ne vais pas m'aventurer dans le chefferie traditionnelle, le collectivité, etc. Donc, ça dépend vraiment cas par cas. Les cas que j'ai vus dans le BaFin sont forcément différents de ce qu'on va découvrir ailleurs au Mali. Donc attention pour les choses, les recommandations générales, elles n'existent pas. Donnez à votre voisin d'à côté. Bonjour tout le monde. Je m'excuse de prendre la conférence en retard. Je m'appelle Pierre Gravel. Je mets un programme, je suis coordinateur du programme Gouvernance locale redevable. Les thèmes, c'est la gouvernance, redevabilité, cohésion sociale et gestion des conflits dans 51 communes, Tombouctou, Gao, Mopti, Ségou. Donc, et c'est la jeunesse qui est au centre de ce programme. On n'en a pas parlé beaucoup autour de la table, mais c'est presque plus de 60-70% de la population. Et la multiplication est en cours et elle continue. Donc, on a parlé de pouvoir, mais il faut aussi regarder aussi quels pouvoirs externes sont en train de s'immiscer au Mali et quels sont leurs objectifs et quels sont les pouvoirs, ils s'adressent à quel pouvoir. Leur porte d'entrée, c'est quel pouvoir. Bon, moi, ça fait 20 ans que je suis en Afrique. J'ai toujours pensé que l'Afrique, la base de l'Afrique, c'est le village. Et quand j'ai été surpris de voir la structure de la décentralisation en laissant presque pas de place au village. Je pense qu'il faut reconnaître devant les pouvoirs historiques qu'on s'est trompé dans le schéma de la décentralisation. Il faut reconnaître ça. Je pense que les propositions de Madame sont très concrètes et vont dans ce sens-là. Pourquoi une commune ne serait pas composée des représentants des villages? Un homme, une femme, des aînés, comme on aime bien avec justesse, la sagesse mettre au devant, mais aussi la jeunesse. Un jeune homme, une jeune femme. La jeunesse, à l'heure actuelle, elle permet de régler beaucoup de choses, mais elle peut compliquer beaucoup de choses aussi. Il faut savoir comment l'orienter. Par exemple, au niveau des langues, la jeunesse a de moins en moins de difficultés à se parler. Avec les nouvelles technologies aussi. Moi, je viens du Canada, du Québec en particulier, et chez nous, les partis politiques ne sont pas présents au niveau communal. Je pense que c'est une question aussi qu'il faudrait regarder, surtout dans un pays où on a plus d'une centaine de partis politiques. On arrive avec des conseils municipaux, communaux, où il y a tellement de partis politiques différents que c'est difficile de travailler pour la cause du village parce que tout le monde travaille un peu pour une cause externe qui est son parti politique. J'ai pas beaucoup entendu parler aussi de la notion de rural-urbain. Je pense qu'on est parti d'un schéma très rural et mondialement, on est en train d'urbaniser le territoire, de vider les campagnes, alors que
les nouvelles technologies à l'heure actuelle nous permettent de vivre à la campagne d'une façon très intéressante, notamment en Afrique avec l'énergie solaire, qui permet à peu près tout, un confort décent. Donc, tous les changements climatiques, on ne va pas réussir à construire une résilience si tous nos bras valides viennent en ville. Le combat, il se fait au niveau rural. Et là, il y a beaucoup de possibilités d'emploi pour la jeunesse au niveau rural, que ce soit... Et ça rejoint les questions de gestion des ressources naturelles qu'on a parlé. On sait que les ressources naturelles étaient beaucoup mieux protégées avant la colonisation, bon, etc. Je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Donc, quand on parle du foncier, du genre, le genre, il faut bien dire, hein, souvent les gens pensent que le genre, c'est homme-femme, mais c'est aussi jeunesse, c'est aussi groupe marginalisé, donc c'est important d'inclure ces choses-là dans les approches. Donc voilà, je pense que le Mali vit une période très difficile et il faut vraiment arriver avec des propositions rapidement. Là, on est sur perfusion économique, on est sur perfusion militaire. On ne pourra pas continuer longtemps comme ça si on ne se reprend pas en main ici au Mali. Vous voyez actuellement tous les dispositifs sécuritaires a complètement laissé la brousse libre. On fait ce qu'on veut en brousse maintenant et je pense même à ce niveau qu'il y a des pistes de recherche intéressantes. Il ne faut pas réserver notre sécurité aux experts et je pense qu'il faut aussi que tout le monde puisse donner son mot là-dessus. Merci. Merci. Oui, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Je m'excuse d'être venu un peu en retard comme mon professeur l'image j'ai encore venu un peu après lui. Je voudrais quand même réagir sur 2 points. Le premier point, c'est la question de savoir s'il faut faire représenter les autorités traditionnelles au sein des organes délibérants des collectivités ou pas. Je pense que c'est une question extrêmement importante qu'il faut trancher au niveau des pouvoirs publics des entendent. Je pense qu'il faut clairement délimiter les choses. Les collectivités territoriales ont une légitimité et ont un mandat pour faire évoluer la société dans le sens du modernisme. Quoi qu'on dise, les autorités traditionnelles, de par leur nature, ne vont pas travailler facilement à la modernisation qui exige un changement, donc à la tête de ceux qui légitiment même leur présence pratiquement sur le terrain politique. Et partant de ce constat, je pense qu'il y a lieu de faire un distinguo entre les organes délibérants des collectivités et les organes dans lesquels siègent les autorités traditionnelles. Quitte à ce qu'il faut trouver un mécanisme qui permette aux autorités traditionnelles d'influencer le plus possible les décisions prises au niveau communal. À un certain moment au Mali, ici, il a été prévu, j'allais dire qu'on était sur le point de prendre la décision de faire siéger effectivement les autorités traditionnelles au sein des conseils communaux. Mais je pense que ça aurait été une erreur, parce que ce serait transformer les organes délibérants des collectivités en lieu d'affrontement entre légitimité traditionnelle et légitimité moderne, si je m'exprime ainsi. Alors cet affrontement, je pense que ça n'aurait pas permis de faire avancer, pas avancer la collectivité d'une manière générale. Cependant, ces 2 leviers sont ceux sur lesquels on ne peut se passer d'aucun de ces leviers-là pour faire avancer nos sociétés aujourd'hui. La légitimité moderne, quand elle va se heurter de façon frontale à la légitimité traditionnelle, elle a toutes les chances d'échouer. Mais la légitimité traditionnelle, il faut le dire aussi comme ça, n'est pas apte à faire évoluer nos sociétés aujourd'hui dans le sens du modernisme. Quand on parle par exemple de très forte implication des jeunes et des femmes, mais les autorités traditionnelles ne peuvent pas être favorables à cela. Nous sommes dans une société d'hommes et d'aînés. Dans ce contexte-là, ne comptez pas sur les autorités traditionnelles pour favoriser l'émancipation des femmes et une très forte implication des jeunes. Donc, je pense qu'il y a lieu de concevoir un système
ou les organes délibérants des collectivités ne peuvent pas prendre un certain nombre de décisions ou mener un certain nombre d'actions sans que les autorités traditionnelles en soient fortement impliquées ou dans certains cas même consentantes. Et j'en viens à la seconde partie de ma préoccupation, qui est d'opérationnaliser effectivement les modes d'implication des autorités traditionnelles aujourd'hui. Je pense que dans tous les discours, des intervenants l'a dit tout de suite, on parle de participation, on parle d'implication, mais comment opérationnaliser cette participation ou cette implication? Là est tout le problème. Je pense qu'il y a lieu de voir effectivement les niveaux d'implication qui peuvent être différents selon qu'il s'agit de certaines questions. On peut consulter par voie de consultation, avoir les avis, et maintenant, avec cet avis, qui va alimenter la prise de décision au niveau du conseil communal avant qu'il ne prenne sa décision. Mais dans certains cas, il est important que la décision soit même une décision concertée. Je m'appuie sur le mot. Une décision concertée, ça veut dire que les deux parties sont consentantes pour prendre la décision. Si vous voulez implanter des équipements collectifs dans un village, ou bien vous voulez aménager le territoire qui va affecter certaines situations dans certains villages, des bois sacrés ou autres, vous ne pouvez pas prendre la décision au niveau du seul conseil communal et dire que vous allez mettre ça en œuvre. Donc dans certains cas, il y a des décisions qui doivent être des décisions concertées. Autrement dit, le conseil communal veut aller dans ce sens et on a toute la certitude que la communauté villageoise aussi est consentante et veut bien aller dans ce sens. Et là, à ce moment, la convergence des vues fera que la décision va être plus facilement prise et mise en œuvre. Et on a parlé d'un niveau de participation aujourd'hui. Tout de suite, j'ai compris que en fait, le système de la convention, je dirais, ça c'est un peu un système de cogestion en réalité. Il faut que les villages puissent être partie prenante à la vie de la commune. Je m'explique. Une commune a un budget et des moyens d'intervention qui ne lui permettent pas de prendre en compte toutes les préoccupations de chacune de ses composantes villageoises. Alors, mais les villages au Mali, on a vécu longtemps avec cette pratique et elle perdure d'ailleurs, heureusement. Les villages entreprennent des projets et quelquefois les exécutent en dehors de toute intervention extérieure. Pourquoi ne pas mettre en place un mécanisme qui permette alors à un village, je prends un exemple terre à terre, qui veut faire un forage, qui n'a pas les moyens de le faire, d'être subventionné par la commune pour que le forage puisse être fait au niveau du village. Étant entendu que le village à lui seul ne peut pas réaliser le forage et que la commune, si elle devait faire la même action, n'a pas suffisamment de ressources aussi pour faire la même réalisation dans chacun des villages qui demandent la même chose. Donc il y a une sorte de convention, cette convention-là en fait, les villages proposent des projets à exécuter et la commune, si elle a les moyens, peut subventionner le village de façon par le biais d'une convention pour que cette action soit réalisée en dehors du programme arrêté par le conseil communal pour l'année. Donc je pense qu'il faut opérationnaliser les modes de participation, selon qu'il s'agisse de modes de consultation, selon qu'il s'agisse de décisions concertées ou de conventions entre les villages de la cogestion, de conventions entre les communautés villageoises, par exemple, et la commune, pour la prise en charge de certaines préoccupations du village qui ne sont pas nécessairement inscrites parmi les priorités du conseil communal. Et dans certains cas, il faudrait donc accepter que le conseil communal même puisse subventionner tout simplement les villages à ce moment pour que les villages puissent réaliser certaines choses avec l'appui du conseil communal. Parce qu'effectivement, un budget communal, c'est un certain nombre de choix très limités. Il ne peut pas permettre de satisfaire chacune des composantes du conseil, de la commune. Il y a des communes au Mali qui ont 80 villages. Un conseil communal ne peut pas donner satisfaction à chacun de ces villages. Mais les villages peuvent prendre des initiatives qui sont très pertinentes et le conseil communal peut être d'accord que l'initiative est pertinente, mais puisque ce n'est pas inscrit dans son budget, il peut y avoir un problème. Comment aider le village à réaliser cette action-là? Je pense qu'il faut qu'on trouve une formule qui permette au village également effectivement de bénéficier de l'appui des communes pour prendre en charge des préoccupations qui ne sont pas nécessairement inscrites en priorité dans le programme de la commune. Voilà un peu les deux terrains sur lesquels je voulais réaliser. Merci. Bien, merci. Je crois qu'il est 11h. Hein? 11h plus. 11h plus. Et lui, c'est une information. Et les rapporteurs, là?
Il a une information. Quelle information il veut donner? Merci, Monsieur le Président. Oui. Moi, c'est juste une information que je voudrais partager avec l'assistance. Ça concerne les conventions locales. Donc, je suis du Haut Conseil des collectivités. Et à la session du novembre passé, nous avons fait des propositions au gouvernement en ce qui concerne les conventions locales. Et actuellement, la proposition de loi est au niveau du gouvernement. Les procédures sont en cours pour qu'on arrive à obtenir une loi sur les conventions locales de gestion des ressources naturelles au Mali, qui va prendre en charge toutes les préoccupations des collectivités. Merci. Bien. C'est la pause. On va en pause là. Nous reviendrons. On va récapituler tout ce qui a été dit. J'espère que les rapporteurs ont tout pris. J'ai pris le maximum. Voilà. Donc, allons-y en pause. Mais s'il vous plaît, puisqu'on est en retard, je pense qu'on va reprendre ici. Est-ce qu'on peut reprendre ici au plus tard à la demi? Hein? Je voulais dire 15, mais j'ai eu peur de dire 15. 11h15, ça peut aller, non? On va vite manger, on revient. 11h15, c'est dur. C'est dur. Voilà la demi. On se retrouve à la demi. 11h30. C'est pas forcément un mal. Bien, merci beaucoup. Je crois, c'est vrai qu'on a un problème de temps. Mais je suis sûr que ça a été lu comme ça. Aucun de nous n'a retenu les 10. Ça, c'est pas possible. Je propose la démarche suivante. On va recommandation par recommandation pour voir si c'est pertinent, si ce n'est pas pertinent. Si ce n'est pas pertinent, entre nous, si on va dire non là, écartons ça d'abord. Ça, c'est la méthode que je propose. Est-ce que si ça vous agrée, on va faire comme ça. Sinon, il y a d'autres propositions. Oui, moi, ça ne m'agrée pas du tout. On est ouvert à d'autres propositions. Attends, non, il a demandé avant. Ma voisine... bon, le micro est là déjà, prenez. Excusez-moi, monsieur Sissoko et monsieur le rapporteur, ça ne m'agrée pas. C'est bon, c'est bon. Ça ne m'agrée pas du tout. Okay. Il n'y a pas de prise en compte délibérée de perspectives de travail avec les chercheurs des autres pays de la sous-région. On est dans une problématique classique malienne où à l'issue d'un groupe de travail, on va faire des recommandations à l'État dont tout le monde va se ficher au lendemain de la publication. Il y a la moitié du travail, plus de la moitié du travail des 3 jours qui est complètement ignoré et complètement ignoré ce qui a été dit tout à l'heure, à savoir qu'il y a des grandes questions qui se dégagent et qui demandent un travail de recherche approfondi. C'est complètement extérieur à cette liste de 10 recommandations dictées par l'État. Moi, je ne m'y retrouve pas du tout. Je ne vois pas pourquoi je suis venu au Mali pour ça. Merci, madame. Non, il faut qu'on se comprenne. Ça, c'est des propositions, mais qui seront enrichies. Personne n'a dit que c'est ça, ce sont ces 10 propositions, un point trait. Non, nous savons tous qu'il y a des choses manquantes. Et là, on est obligé d'enrichir. Mais déjà, est-ce que les discussions là, on est d'accord avec leur pertinence ou pas? Et est-ce qu'il y a des propositions il faut les compléter? C'est ce travail qu'on va faire. Sinon, la dimension recherche ne ressort pas dans ce qui vient d'être dit. Et nous savons tous qu'il nous faut les deux volets. Moi, je crois que c'est ça. C'est ça. Donc, ce n'est pas fermé. Ce n'est qu'une partie des propositions. Et on va en ajouter pour prendre en compte tout ce qui a été dit pendant ces 4 jours-là. Mais c'est comme ça. En tout cas, c'est ça ma compréhension. Et je crois que c'est cette démarche qu'on veut appliquer. On peut encore ajouter des... Mais bien sûr. Bien sûr.
Oh, attendez, puisqu'il y a beaucoup de doigts à la main. Il y a un qui avait demandé il y a longtemps. C'est M. Sankaré, non? Oui, M. Sankaré, ensuite ça sera Madame qui a le micro, ensuite Tchema. Ok, donc je vais faire des propositions. Je demande, je propose une recommandation. C'est de renforcer l'information, la sensibilisation, des autorités traditionnelles sur leur rôle, et aussi les enjeux de la collaboration avec les collectivités. Ok, première. Seconde proposition aussi, c'est les former aussi sur les textes. Les former aussi sur les textes. Parce que il faut aussi qu'ils connaissent un peu les textes par rapport à la décentralisation de façon générale. Aussi, troisième proposition, faire une recherche, aussi des recherches sur la participation avec voix consultative des autorités traditionnelles dans les sessions de conception, programmation et mise en œuvre de l'action et développement socio-économique des collectivités. Merci. Merci, Madame. Bonjour tout le monde, je vous remercie. Moi, je vais d'abord une suggestion, pas une suggestion, une information à donner. L'année dernière, quand on était allé faire des recherches à 100, et le chef de village de 100 nous a proposé ceci. Madame, nous on est là. Tous les étrangers qui viennent à 100 ici, on les reçoit. Il faut les nourrir, il faut les loger, il faut faire tout. Et à la fin du mois, nous, on ne gagne rien. Donc, nous voulons que vous portez l'information plus haut. Parce que j'ai pris ça en compte, c'est le lieu de dire. Et maintenant, j'ai deux propositions à faire. La première, c'est favoriser l'accès de la terre à la femme. Et la deuxième, c'est d'interdire la politisation des lieux de culte. Et je vous remercie. Bien, merci. Tchema à côté. Moi, c'est par rapport aux éléments pour compléter. Donc, avant qu'on aille dans les détails des propositions, donc je pense que Michel avait abordé ça. Mettre en place un réseau de chercheurs, que ce soit en Afrique occidentale ou en Afrique, pour documenter les dynamiques liées au processus de décentralisation. Donc, la mise en place d'un réseau de chercheurs sur la question. Ensuite, il y a une recommandation qui parle de conflits. Je pense que c'est documenter les mécanismes de règlement des conflits. Là-dessus, on en parle, mais on n'en sait rien du tout. Et donc, au lieu de dire qu'on va les utiliser, il faut d'abord les connaître. Donc, il faut que ça soit étayé par la recherche. Donc, au moins aussi la dimension recherche pour compléter les recommandations qu'on va voir en détail après. D'autres veulent intervenir? Oui. Votre nom, s'il vous plaît. Moi, je voulais intervenir. Moi, j'ai deux propositions à faire par rapport aux perspectives. Pour préserver la légitimité des pouvoirs professionnels, éviter l'être disciplinarisation. Le micro. Le micro.
éviter la légitimité des pouvoirs traditionnels, éviter l'instrumentalisation dans les jeux politiques, éviter la politisation. Nous suivrons les perspectives suivantes. Nous proposons l'intégration dans la gouvernance locale en proposant un quota nominatif représentatif au niveau du conseil communal. Ça permettra de créer des équilibres dans la gouvernance locale. Ça c'est ma première proposition. Ma deuxième proposition, institutionnaliser le pouvoir traditionnel. Conseil de village, comme partenaire des services de collectivité. Ils seront représentés au sein du conseil communal. Toute l'action de développement. Micro, s'il vous plaît. Excusez. Institutionnalisation des pouvoirs traditionnels, conseil de village, chefferie, comme partenaire stratégique des collectivités territoriales. Ils seront représentés au sein du conseil communal. Toute action de développement, ils seront consultés comme une entité. Leur implication comme partenaire parlementaire des collectivités, cela permettra de régler un peu l'instrumentalisation et la politisation dans les jeux politiques. Je vous remercie. Merci. Edmond, tu avais fait une proposition là. Oui, bon, ce que tu m'as dit, vraiment les dynamiques de centralisation, fait de recherche là-dessus, ça rentre dans ce sens parce que c'était pour voir vraiment quelle modalité d'implication, modalité opérationnelle d'implication des autorités traditionnelles dans la gouvernance locale ou la gestion du foncier. Donc, peut-être à travers l'axe de recherche que tu m'as proposé en premier lieu, on peut peut-être prendre ça en compte, mais sinon on peut le dire de manière plus spécifique encore, pour être vraiment beaucoup plus précis. Un autre élément, axe de recherche, que je proposerais, c'est vraiment ce couple foncier-genre. Je crois qu'il faut vraiment mener une réflexion à propos. Les situations ne sont pas les mêmes dans tous les pays. Faire une sorte de cartographie là-dessus et réfléchir et peut-être aboutir à des recommandations. Parce qu'en ce qui concerne, en tout cas, le cas du Mali, ce qui est la politique nationale de l'éducation, au niveau du gouvernement, il est admis qu'à chaque fois qu'il y a des terres aménagées, que 10% soit donné aux jeunes et 10% aux femmes. Et par rapport aux fonciers urbains, il n'y a aucune limite pour les femmes. Donc, la question se pose au niveau du foncier rural non aménagé. Et là, ce sont les autorités familiales. Donc, vraiment, il faut mener la réflexion là-dessus. Mais plus seulement donner la terre aux femmes, là, c'est trop général et ça peut provoquer beaucoup plus de conflits. Parce qu'à chaque fois quand vous parlez de ça avec les propriétaires terriens villageois, ils disent, la femme, elle est là aujourd'hui, elle peut divorcer, elle est quelque part. Et si je lui donne la terre de mon lignage, de mon ancêtre, et qu'elle s'en va avec, elle l'amène dans un autre lignage, il y a des problèmes. Donc je crois que vraiment, on peut retenir comme un autre axe de recherche, vraiment, foncier et champ. Ok. D'autres interventions? Oui. Aman. Merci. Par rapport au mécanisme de formation lié à la question, je me dis que implicitement, nous sommes déjà engagés et même embarqués parce que pour prendre le cas de ce que nous faisons au Tchad, petitement bien sûr, c'est que nous incitons nos étudiants de master en gestion foncière à travailler des petites thématiques de ce genre. Mais maintenant, comment rendre ça perceptible? Comment valoriser peut-être ce genre d'activité qui reste? Comment rendre ça opérationnel?
ça reste dans un niveau académique assez fermé, moins perceptible par le grand public. Surtout que le genre de formation est très vite pris à partie, négativement bien sûr. Voilà, c'est une observation que je fais comme ça pour orienter. Bien, merci Aman. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Est-ce que nous pensons que les ajouts complètent les premières propositions? Je vous donne la parole pour voir si vous vous retrouvez là-dedans après tout ce qui a été dit. Bien sûr que non. Ok, allez-y, donc donnez-nous... Le problème ne se pose pas. On a à un moment souligné que la question des langues pour l'appropriation des affaires de la cité par les gens était importante. Monsieur a tranché en disant c'est pas la peine, les jeunes n'ont plus besoin des questions de langue. Bon, il y a tout un tas de choses qui méritent quand même examen. Sur la question des langues, on a parlé de traduire les textes dans les langues. Encore faut-il que les gens lisent. On est dans le flou. Donc, moi, je pense que c'est prématuré de donner des... Monsieur a proposé 2 recommandations qui, moi, me semblent totalement contradictoires, par exemple. Dépolitiser, si tant est que c'est possible, les conseils de village, mais on va les intégrer à la gouvernance locale. Ah, s'ils sont dans la gouvernance locale, ils s'occupent des affaires de la cité et ils font de la politique au sens noble du terme. Donc, ne me demandez pas de me retrouver. Je pense qu'il y a des choses à clarifier pour que les recommandations soient opérationnelles réellement et que ce ne soit pas une manière de lister une série de choses pour se débarrasser de problèmes difficiles, très difficiles. Non, je vous comprends, madame, mais on vous a dit c'est des propositions que nous allons passer à la loupe. C'est ce qu'on avait dit, non? Bon, okay. Et vous, quelle proposition vous avez? Vous n'avez pas de proposition? J'ai fait plein de propositions en mais introduction. rappelez-nous vos propositions. On les prend, ensuite on les discute et on se met d'accord sur les choses. Moi, je pense par exemple que sur les pouvoirs traditionnels, un devoir d'inventaire, de comparaison entre les différents pays serait intéressant parce que, personnellement, d'après les recherches que j'ai pu faire au Mali, au Burkina, au Sénégal, oui, et au Bénin, en réalité, ce terme générique que j'ai utilisé de communauté villageoise, qui est un terme générique, je ne veux pas le définir, c'est pour viser une série de choses qui sont différentes. Il y a des fonctions éminemment politiques que l'on doit identifier. La question, c'est comment fabrique-t-on une décision et avec qui? Voilà. Et quelles sont les affaires locales? Est-ce que la question foncière est une affaire locale? Je n'en suis pas sûr. On a un cadre national qui dit la terre appartient à l'État. Et c'est l'une des sources de problèmes majeurs des communautés villageoises que j'ai rencontrées. Donc, c'est à ce titre que je ne m'y retrouve pas. Voilà, j'ai parlé des langues, de la pluralité des pouvoirs. Moi, je pense qu'il y a une pluralité de pouvoirs ici. Et voilà, le terme chefferie, peut-être qu'on l'employait avant, mais il donne l'impression qu'on a partout une structure très pyramidale avec un chef en haut. Mais moi, dans pas mal de villages que je connais, il y a un chef de terre et un chef de village. Et le chef de terre, il a des prérogatives que n'a pas le chef de village. Donc, j'ai peur des mots. J'ai peur des mots, qu'on se mette d'accord. Quand l'Union européenne signe un accord, par exemple l'accord ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, le terme société civile est dans les accords. Personne ne met la même chose derrière le mot. C'est une manière de suspendre une réunion, de mettre un mot écran où chacun repart avec ce qu'il a dans la tête. Et les divergences sont colossales, mais on a abouti à un texte, quoi. Moi, j'aime beaucoup ce travail initié par Odyssée pour que l'on garde ouvert ces termes et qu'on aille fouiller dedans. Et en allant fouiller,
on va sans doute dégager des choses plus fondamentales. Je vais donner un exemple. On a des amis béninois. Il est là-bas. Ah, il est en bas. Bon. Moi, personnellement, quand j'ai fait des recherches au Bénin, j'ai été très dérangé par ce que je crois avoir vu, à savoir qu'une assemblée n'est pas souveraine. On en réfère au FPA, on en réfère au vaudou, on a des tas de pratiques, mais une assemblée n'est pas souveraine. On voit des maires qui ont été invalidés parce qu'on a tiré le FA et que ça a indiqué que ce n'était pas le bon maire. On l'invalide, on recommence. Bon. Moi, je vois dans le Sahel des villages où on a des assemblées souveraines. Voilà un indicateur de démocratie locale tout à fait essentiel à mes yeux. Et on peut ne pas être d'accord, bien sûr. Mais vous voyez, si on ne va pas un peu plus loin derrière les mots qu'on utilise, on va rester derrière des... Chacun va repartir avec ses généralités. Et voilà, c'est pour ce genre de raisons que je ne me sens pas capable de proposer des recommandations supplémentaires. OK. Attendez, on va. Vous allez m'excuser, ce n'est pas pour polémiquer. Et je vais ajouter à ce que Michel vient de dire. Et la comparaison, c'est vraiment bien. Le Burkina et le Sénégal. Mais il faut voir, nous avons des réalités locales différentes du Sénégal et du Burkina. Justement. Voilà. Justement. Chacun vit selon ses réalités. Même ici au Mali, du Kaya Kidal, nous avons des us et des coutumes très différentes. Vous voyez, la vie à Kaya est autre chose. Et à Kidal, c'est pas pareil. À Mopti. Donc maintenant, nous sommes en train de peut-être trouver des solutions, comme vous-même vous l'avez dit. On sort d'ici avec quelque chose, mais après, on va les travailler. En guise de comparaison, on peut peut-être dire qu'au Sénégal, ça se passe comme ça, au Burkina, ça se passe comme ça. Mais au Mali, nous voulons trouver le problème malien aujourd'hui avec l'aide de nos invités et tchadiens, béninois et nigériens. Les recommandations que nous venons d'avoir, c'est à la suite du code de jour de travail. Il n'est pas dit que forcément l'administration territoriale est là. Hein, ils sont pratiquement interpellés. Maintenant, dans notre pays, la vie est comme elle est. C'est l'impunité qui prévaut. Nous sommes en train de faire ça, peut-être c'est dans 10 ans, dans 20 ans, où nous sommes tous morts, peut-être ces trucs-là vont être pris en compte. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Je vous remercie. Edouard, toi encore? Oui, je m'excuse. Je suis d'accord que vraiment on puisse faire entreprendre des recherches pour l'inventaire des situations, de la pluralité des pouvoirs. Si c'est l'enrichissement, ça peut donner des idées. Vraiment, on peut retenir ça. Mais par rapport au problème des langues, vraiment, je ne voudrais pas que ici on s'initie dans ça. Parce que c'est une affaire hautement politique. Vous ne pourrez mener aucune autre recherche scientifique pour montrer la pertinence de cela. Ça a été démontré par tous les moyens, pédagogiquement, tout que vraiment les langues nationales sont nécessaires pour le développement du pays. Mais c'est au niveau politique qu'on n'arrive pas à prendre la décision. Et donc les gens ne sont pas intéressés à s'alphabétiser en langue nationale parce que ça ne les valorise pas. Vous allez causer avec le non-alphabète assez varié. Même pour être dans un bureau de vote, assistant ou quelque chose, on te demande des référents qui se réfèrent à la méthode de la langue française. Il n'y a aucune valorisation de la langue nationale. Et tant que ce sera là, au niveau politique, au niveau de l'emploi, des gens non-alphabètes qui ont le même niveau que des bacheliers, mais on ne valorise pas, on ne donne aucun emploi. Tant qu'on sera dans ça, les gens ne vont pas s'intéresser à la langue nationale. Donc c'est maintenant au niveau politique. Toutes les recherches ont été menées. Pédagogiquement, on a démontré que pour maîtriser l'écriture et le calcul, si vous commencez par votre langue nationale, vous avez beaucoup plus de facilité à la maîtriser, au lieu de commencer par la langue étrangère, etc. Mais quand on a commencé le curriculum en langue nationale, 5 jours, maintenant on revient à la méthode syllabique. Donc c'est purement politique.
Il faut que le gouvernement prenne le taureau par le compte. Donc, à un moment donné, on a même proposé que même les cartes d'identité soient éditées en langue nationale et en langue française. Mais ça n'a jamais été fait. Donc, c'est ce pas-là que le gouvernement ne veut pas franchir, qui décourage les populations rurales. Elles pensent que vraiment, ça c'est la pauvreté. Donc, c'est à ce niveau, il faut convaincre. Il n'y a aucune recherche scientifique qu'on peut faire pour montrer la pertinence et l'importance de la langue nationale dans le développement des pays. Mais nos gouvernants ont peur. Et c'est réellement toute cette histoire de francophonie, de langue française qu'on veut promouvoir. Sans dire le mot, on dit bon, on aime bien les langues nationales, mais on fait tout pour qu'elles ne s'épanouissent pas. C'est toute cette politique géostratégique et macroéconomique qui fait que nos gouvernants ont peur. D'accord, on vous a compris. Merci. Bon, on est en train de refaire le débat, hein? Hein? Il y a une main derrière. M. Sow. Merci, Monsieur le Président. Moi, je pense que pour éviter que le débat soit un peu trop fragmenté, on est en train de passer dans le champ, la société civile, la jeunesse et tout ça. Je pense qu'il faut recentrer le débat sur l'essentiel du contenu à donner au pouvoir traditionnel pour déterminer avec clarté les relations qui peuvent en découler entre les pouvoirs traditionnels et les autorités communales. Moi, je pense que les pouvoirs traditionnels, au Mali, en tout cas, dans la plupart des cas, il y a 3 rôles essentiels qui sont attendus, qui sont les leurs. Le premier rôle, c'est la gestion foncière. Ce que madame a dit, au Mali, la terre n'appartient pas à l'État. Même si c'est inscrit comme ça dans les textes, l'État a reconnu les terres coutumières et elles constituent la plus grande partie des terres au Mali. Aucun village ne peut être créé au Mali s'il n'a pas son espace vital. L'espace vital, c'est les terres de culture, les terres de pâturage qui peuvent être octroyées au village dès sa création. Et quand le gros problème de la création des nouveaux villages, mon voisin qui est mon collaborateur aussi le sait, quand on crée un nouveau village, il vient d'un ancien village. C'est un hameau généralement qui est à partir d'un certain seuil de développement et érigé en village. On s'assure d'abord que le nouveau village va avoir un espace vital. Et c'est important. Et cet espace vital est géré par le chef du village et le conseil. Donc en fait, la problématique foncière est au cœur des pouvoirs des autorités traditionnelles du Mali. Deuxième rôle important, c'est la gestion des conflits. La gestion des conflits, tout le monde sait que nous avons très peu de tribunaux, que les tribunaux au Mali, il faut le dire comme ça, sont déphasés par rapport à la réalité. Le droit positif est en déphasage complet avec les réalités sociales sur certains plans. Donc en matière sociale et en matière civile, les autorités traditionnelles ont véritablement un rôle à jouer. Et c'est pourquoi on leur donne le pouvoir de conciliation dans les textes, mais ce pouvoir de conciliation permet de crever l'abcès dans la plupart des cas lorsqu'il est pleinement utilisé dans la gestion des conflits au niveau de la base. Et c'est quelquefois aussi un moyen pour les autorités traditionnelles d'aider les autorités communales à prendre un certain nombre de décisions. Il y a certaines décisions qui sont prises par les autorités communales qui captent les sensibilités au niveau de certaines communautés et les chefs traditionnels peuvent servir effectivement d'interlocuteurs pour trouver un accord entre les chefferies traditionnelles et l'autorité communale dans la prise de certaines décisions. Le troisième rôle qui est attendu, je crois, des chefferies traditionnelles, c'est d'être un peu un relais entre la communauté et l'autorité communale dans la détermination des besoins pour les services sociaux de base, des besoins en matière de santé, d'éducation, d'hydraulique, ainsi de suite. Donc je pense que c'est des rôles fondamentaux qui reviennent au pouvoir traditionnel et qui doivent être des lieux de prédilection où s'harmonisent un peu, doivent être définies les relations entre autorités traditionnelles et autorités communales pour qu'on sorte de cette situation avec une clarification des rôles qui est attendu du pouvoir traditionnel et des relations qu'ils doivent tisser avec l'autorité communale pour harmoniser un peu les interventions de ces deux de manière à ce qu'on sorte d'une situation conflictuelle. Et c'est pourquoi j'ai dit dans mon intervention précédente qu'il serait peut-être, parce que mon point de vue peut-être dangereux, de faire siéger les autorités traditionnelles dans le conseil communal. Le conseil communal risque d'être un lieu d'affrontement en ce moment entre
les légitimités traditionnelles et les légitimités communales. Il vaut mieux que chacun soit dans son rôle, travaille dans son rôle, et qu'il y ait des points de rencontre pour que les points de vue s'harmonisent, pour que les décisions se prennent de façon consensuelle ou de façon concertée. Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais ajouter comme information. Bien. Donc, il a fait des rappels pour bien situer le rôle dévolu ces autorités traditionnelles. Maintenant, dans les faits, est-ce que ça se passe toujours comme ça? Ça, c'est une autre question. Est-ce que s'il n'y a pas de proposition supplémentaire... Ah oui, Tchéman avait demandé la parole. Mais... Non, c'était juste pour qu'on aille dans la proposition que tu viens de faire. Micro, s'il vous plaît. De voir proposition par proposition, de valider ou d'invalider. Et pour ça, moi je propose la question suivante. Toute proposition qu'on passe en revue, si cette proposition pouvait être faite 3 jours avant, il faut l'enlever. Tout ce qui ne relève pas des résultats du colloque, il faut enlever. Sinon, on peut écrire 1000 propositions sans se réunir. Donc, si on passe les propositions en revue, il faut qu'on voit la pertinence de la proposition par rapport au problème qu'on a abordé. Les propositions ne seront pas faites. Bon, c'est pas la pêche, hein. Et on met les trucs comme ça, on les prend comme ça. Il faut qu'il y ait des raisons derrière. Et si ça ne vient pas des problèmes qu'on a débattus ici, il faut mettre à la poubelle. Donc on n'est pas tenu par la quantité de propositions, mais par la pertinence. C'est ça qu'il faut qu'on ait à l'esprit. Donc on peut les voir une à une. Ok, on est tous d'accord. Je vois une main qui se lève là-bas. Bon, après un moment, j'ai essayé d'être dictateur et dire non, c'est fini, on passe aux affaires. Très court. On parle des pouvoirs, j'aime bien le terme historique, traditionnel. Bon, comme M. Rousseau vient de le dire, ils gèrent quand même beaucoup de choses, ces gens-là. Mais il y a bien géré et mal géré. Donc, comment on peut remettre en question la gouvernance d'un chef traditionnel qui travaille pour sa poche et non pour son village? Je ne sais pas, bon, il y a des droits d'aînesse, il y a tout ça, on parlait tantôt avec M. Hénon. Mais est-ce que ce n'est pas des choses à revisiter aussi, parce que le foncier, c'est la base, c'est des conflits et être capable de mobiliser les populations. Je pense qu'il y a des rôles extrêmement importants à ce niveau et je pense qu'on peut... la décentralisation n'a pas mis le droit là-dedans. Je ne sais pas, peut-être que oui, mais je me pose la question, est-ce qu'on ne peut pas revisiter la gouvernance de ces chefs? Comment se passe la gouvernance à ce niveau? Ok, ça peut être un axe de recherche. Je vous passe la parole là. S'il vous plaît, Président, ça suscitait un intérêt particulier. Le propos de Monsieur Gravel a suscité une idée. En fait, pendant les 3 jours, on a parlé du fait que certains responsables traditionnels soient simplement mis de côté pour une raison politique ou une autre. On va dire ça comme ça pour faire simple, hein, parce qu'on en a suffisamment parlé. Le cas de Zender et bien d'autres cas où des maires ont été mis de côté pour certaines raisons politiques. Est-ce qu'on ne pourrait pas formuler quelque chose qui nous aide à comprendre cela? Ouvrir simplement une boîte à Pandore dans ce sens. En termes de limitation, de limogeage systématique de certaines autorités. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Mais il faudrait mettre des limites à certaines... Je ne sais pas si vous... Peut-être que je me suis mal exprimé, mais c'est une idée comme ça. Bon, moi je pense que vraiment, ne connaissant pas les raisons pour lesquelles ces gens-là ont été déchus,
est-ce qu'on peut faire une proposition, il faut limiter? Moi, je ne sais pas. Je crois, je vais donner la parole au rapporteur. Il le rappelle, on prend les propositions point par point et en argumentant, si une proposition ne colle pas avec ce que nous, on voudrait avoir dans ce colloque-là, mais on l'écarte. C'est très simple. Est-ce qu'on est tous d'accord avec ça? Bon, Monsieur le Président, je rappelle... Je rappelle un peu l'objectif de ces recommandations-là. On a aussi des invités extérieurs. Il faut qu'eux aussi se sentent dans ces recommandations. Et à partir des études de cas de Zender et puis du Bénin, ça vraiment, ça nous a étonnés nous tous dans la salle. Vraiment, comment ça se passe la chose. Et puis, il ne faut pas qu'on se dise que la recommandation se limite uniquement au cas du Mali. Donc, la première recommandation, c'est d'engager des réformes administratives en clarifiant les rôles et les attributions des acteurs. Engager des réformes administratives en clarifiant les rôles et les attributions des acteurs. Je pense que sur les études de cas, et si je ne me trompe pas, du Niger et du Bénin, il y a une véritable confusion là-bas. Bien, c'est la première proposition, mais de façon vraiment précise. Allez-y. Moi, je voulais que les acteurs laissent qu'ils ne pas préciser. Ça, c'est tous les acteurs. Les études du cas du Bénin, l'étude du cas du Bénin a démontré comme quoi le chef traditionnel joue en même temps le rôle du maire, du préfet aussi. Donc, il faut clarifier vraiment. Hein? Préciser un peu les acteurs. Le représentant de l'État, le maire, la chefferie. Tchéma. Pour moi, cette recommandation est trop large et trop vague. Réforme administrative, c'est quoi? Bon, ensuite, le rôle de les attributions des acteurs, il y a tellement de textes qui parlent de ça. Ils vont dire que nous ne sommes pas informés. Donc vraiment, cette proposition, je ne vois pas sa pertinence. Je peux? Bon, c'est vrai qu'au Mali, il y a une multitude de textes. Le problème du Mali, je crois que ce n'est pas les textes, mais c'est l'application correcte des textes. Mais dans d'autres pays, on a vu, au Tchad, ou bien au Bénin, je ne sais plus, il y a, depuis 1967, ils n'ont pas fait de réforme. Est-ce que ceci, il n'y a pas un déficit? Je crois que dans sa présentation même, l'un des problèmes, c'était qu'il n'y avait pas vraiment de texte pour... voilà. Donc une proposition comme ça, peut-être n'est pas valable pour le Mali, mais peut être valable pour d'autres pays. Si on veut prendre en compte l'ensemble de nos pays, là, vous pouvez enrichir davantage si vous voulez. Ouais, bon, c'est la même approche, hein, pour essayer de dupliquer vraiment sur les autres États. Sinon, je pense que pour le cas du Mali, vraiment, on a une batterie de textes vraiment qui prend tout ça. Il faut préciser les acteurs. Les acteurs, j'ai dit, le représentant de l'État, le conseil communal, les chefferies. La formulation? Il demande de préciser dans la formulation. D'accord, ok. Quand tu mets acteur là, tu mets entre parenthèses. Vous mettez entre parenthèses. Tu les cites. Citez ça. Ok, c'est tout. Est-ce qu'on est tous d'accord sur cette première proposition? Si on a le temps, on va l'affiner davantage. Deuxième proposition. Cultiver les mécanismes de règlement endogène des conflits. Cultiver les mécanismes de règlement endogène des conflits. Il y a une réaction. Cultiver là. Le micro a l'art de nous ralentir. On va parler avec la voix pédagogique. Je pense que ma voix va aller au-delà. En fait,
par rapport à cette proposition, je me dis qu'il faut partir d'un cas et assortir ce cas d'une proposition. Comme vient de le dire l'acteur local, quand on dit partant du cas du Bénin ou de tels acteurs, voilà ce que nous pensons ou nous proposons, ça c'est plus parlant. Et c'est moins figé. Banalement. Ça va? Oui, chez moi. Donc là-dessus, moi j'ai une formulation. Je ne suis pas vraiment à l'aise avec cultiver. Je veux qu'on tire 2 propositions, 2 recommandations de ça. La première, c'est documenter les mécanismes de gestion endogène des conflits ou de gestion des conflits. Donc, volet recherche. Maintenant, au lieu de cultiver, c'est faire recours aux mécanismes de gestion endogène des conflits. Et c'est faire recours. C'est ça. Donc, faire recours aux mécanismes de gestion endogène des conflits. Donc, avec les acteurs clés qui sont impliqués, plutôt que de cultiver, quoi. Donc les cas où on a des éléments, on peut, mais d'autres cas, on peut documenter. Donc, il faut un volet recherche et un volet là où on a suffisamment d'éléments, on peut... Oui, je crois que c'est bien d'argumenter. Tout le monde est d'accord avec ça? Documenter et privilégier les mécanismes endogènes de conflit, de règlement des conflits. C'est 2 recommandations différentes. C'est 2 recommandations différentes. Documenter les mécanismes de règlement endogène des conflits et privilégier les mécanismes de règlement endogène. Faire recours et privilégier. D'accord. Oui, c'est vrai. Je crois que conséquent avec soi-même. Il faut privilégier. Avoir peur des choses. Il faut privilégier. Il faut privilégier. J'avais écrit privilégier. Oui. Parce que nous disons des choses, on trouve des entraves pour ne pas le faire. Ce qu'il dit, en Côte d'Ivoire, lorsqu'on a des problèmes fonciers entre les terres, généralement quand ils vont au tribunal, on vous ramène toujours au chef de terre pour dire allez régler votre affaire entre vous. Bien sûr, Donc vraiment s'inspirer des mécanismes endogènes de règlement de conflit. Bien. Privilégié. La 3e proposition, l'appropriation des mécanismes de conventions locales. Conventions locales, je pense que le professeur Cheban en avait fait état ici. Là, Tu veux intervenir?